De Paris, infirmier militaire, j'ai fait pas mal de tournées dans les hôpitaux parisiens, tout ça c'était au siècle dernier. J'ai fait du libéral pendant 4 ans, maintenant je suis dans un établissement de type soins palliatifs où le fait est, c'est que en ce qui me concerne, je suis plutôt dans un établissement assez confortable. Je peux pas, je dis parce que c'est vrai, et je me suis beaucoup déplacé. Je parle plus très lentement. Ah ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça va, c'est mieux là? Ouais, voyons. Allez, j'accélère un petit chouille, tu me diras. Au final, je suis aussi formateur et je me déplace dans 15-20 EHPAD par an sur les Pays de la Loire, principalement des EHPAD où ça se passe mal. Vite fait, nous, notre approche de soignants, que ce soit pour toutes les personnes qui sont en contact de patients, ça va de la femme de ménage jusqu'au grand expert chirurgien. Nous, notre choix professionnel, c'est 2 choses en fait. La première, c'est d'attaquer la souffrance. C'est compliqué, la souffrance c'est une vraie matière. Et la deuxième chose, c'est de donner toutes ces chances à nos patients. Et quand on est arrivé au bout de tout ce qu'on pouvait faire, eh ben, si parfois la vie doit s'arrêter, elle s'arrête. Mais nous, ça nous permet de le vivre techniquement en se disant je passe au suivant. Par contre, quand on n'a pas pu maîtriser la souffrance et surtout quand on a le sentiment, voire la certitude de ne pas avoir tout fait, ben, on le sait. Et les gens, quand on les perd, ben après on les embarque dans notre tête. Et que ce soit un chirurgien, que ce soit une sage-femme, que ce soit un naturopathe dans son cabinet libéral, une infirmière libérale, on embarque les gens. Donc on a vraiment besoin de se dire, quand on passe d'un patient à un autre, ok, là on a fait tout ce qu'on a pu, on a fait un bon boulot et on va pouvoir passer au suivant. La grande problématique, c'est que la souffrance, c'est quelque chose, c'est une matière qui isole. Techniquement, c'est une matière que moi je connais bien, mais comme tout un tas de soignants qui sont ici, la matière de la souffrance, c'est quelque chose qui isole et qui est individuel. Et la souffrance, quand vous l'attaquez, les quelques collègues infirmières, médecins et soignantes qui sont par là vous confirmeront. La souffrance, vous pouvez l'attaquer que au contact, au plus près. C'est pas possible d'attaquer la souffrance de loin avec un tableau Excel, ça rate. On attaque ça au plus près. Et à force d'attaquer ça au plus près, on en prend un petit peu plein la figure, ça nous transforme, mais on a choisi d'être là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte, les métiers du soin, on peut pas faire ça pour le salaire ou la sécurité de l'emploi. C'est pas possible. On peut le faire en se le disant un temps, mais en fait, on finit par arrêter à un moment donné si on n'a pas ça dans les tripes. Actuellement, une infirmière, quand elle sort diplômée d'État après 3 années d'études, elle tient 4 ans en moyenne. 4 ans. Et à l'issue de ça, elle change de voie, elle commence à faire des postes à temps partiel, et puis ensuite elle arrête. Il y a quelques années, dans un EHPAD à Nantes, j'ai croisé une jeune infirmière de 23 ans, qui venait de passer son diplôme, qui avait 1 an d'intérim en EHPAD, Sophie, je m'en souviens très bien, et je lui dis mais alors tu trouves un poste, comment ça se passe pour toi? Et elle me dit bah non, on était en août, elle me dit je commence une école de commerce en septembre. Oh. Je lui dis bah Sophie, c'est fou quand même, tes parents ils t'ont payé des études et un an et t'arrêtes, en fait tu t'es trompé quoi, tu voulais pas faire infirmière? Bah Sophie, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit non, moi c'est ce que je voulais faire. Je voulais être infirmière, mais ça fait 1 an que je fais du mal aux gens et j'en peux plus. Donc j'ai 23 ans, je suis pas marié, j'ai pas d'emprunt, je pars. Voilà. Et c'est ça la vie de tous les jours. Si on peut pas être heureux en attaquant, c'est bizarre à dire, mais en attaquant la souffrance au plus près, si on peut pas remonter dans nos voitures en nous disant ouais là aujourd'hui c'était dur, mais c'était pas mal ce qu'on a fait. En fait on peut pas rester, on devient fou. Et depuis un paquet d'années, il y a une quantité de départs de gens qui s'en vont de plus en plus. Moi, j'ai commencé au siècle dernier, avant Maastricht, juste avant, pour vous donner un petit repère. Donc, je fais partie des dinosaures de mon équipe. Mais vous regarderez dans n'importe quel établissement de soins, la plupart des infirmières, elles ont à peu près moins de 30 ans. Pour trouver des dinosaures comme moi, il y en a, hein, mais on est forcément minoritaire. Autre élément, c'est la notion aussi à dire, c'est sur ce qui a pu se passer, je passe un peu du coq à l'âne, mais sur différentes intoxications qui ont été données au public. L'histoire par exemple des embouteillages dans les REA.
Moi, j'ai toujours connu les rayas embouteillés. Quand vous avez quelqu'un qui est intubé, ventilé, vous pouvez pas retirer le tuyau qui le fait respirer et dire c'est bon, c'est fini, maintenant vous rentrez chez vous. La personne qui sort de réa, il faut qu'elle monte dans les étages, qu'elle aille dans un service ou dans un autre. Sauf que les étages, en fait, on ferme les lits depuis des années. Et puis là, ça s'est carrément accéléré l'année dernière. Donc quand vous intubez, ventilez quelqu'un en réa, bah c'est ouais, ok, très bien, s'il faut le faire, mais on fait quoi après? On l'envoie où? On le renvoie aux urgences? C'est pas possible. C'est ça la notion d'embouteillage en réa. Et puis un deuxième paramètre qu'il faut que vous sachiez. Et là, moi, je défie n'importe quel butoir de porte ou médecin de plateau télé. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est ce qu'ont fait les cliniques privées dès mars-avril 2020. Les cliniques privées qui ont leur rôle à jouer, hein. C'est important d'avoir des cliniques privées. Mais elles sont là pour un chiffre d'affaires, elles sont là pour un business. Moi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont fait de leur service de soins intensifs? Eh bien, elles ont vidé tous leurs lits de soins intensifs. Ça représente beaucoup d'argent pour eux. Et ils les ont vidés pendant des semaines. Et ils ont appelé leurs collègues des CHU, des grands hôpitaux, en leur disant Jean-Pierre, Didier, parce que ça beau d'être des médecins du privé, ils se côtoient dans les colloques, dans les congrès, etc. Ils leur ont dit, moi j'ai des places de vide, vas-y, envoie, j'ai vu à la télé, vous débordez, mais qu'est-ce que vous foutez? Envoyez-nous les patients, vos patients en clinique privée. Vous rigolez. Hein, on vous a fait le plan des infirmières qu'on déplace d'une région à une autre. On vous a fait le plan, des trains. On vous a même fait le plan d'un hôpital militaire qu'ils ont monté sur un parking devant un hôpital. Enfin, vraiment, on peut en rire, mais ça pleurait, quoi. C'est pitoyable, quoi. Alors qu'il y avait des milliers de lits disponibles. Des milliers. C'est un truc, je l'affirme. Je l'affirme parce que j'ai des collègues dans le privé qui m'ont dit, bah ouais, les services étaient tellement vides de soins intensifs qu'on a des CDD qui n'étaient pas renouvelés. Tellement on attendait. Et puis au bout de 3 semaines, un mois, mi-avril, mi-mai, mi-juin, ils se disent, on va revoir nos soins intensifs. Ça, c'était pour la première épidémie. Donc l'histoire du l'engorgement des réas, non, c'est faux. C'est faux. C'est important d'avoir ces éléments-là. L'autre intoxication, c'est tout simplement sur les traitements ambulatoires précoces. Là, on est en août 2021. Moi, je me bats depuis septembre de l'année dernière sur l'ivermectine. Vous savez qu'une vérité franchit 3 étapes. Hein. Idriss Aberkan nous a sorti cette vérité d'Arthur Schopenhauer. Une vérité franchit 3 étapes. Ridicule, dangereux, évident. Donc moi, là, je suis passé naturellement à l'étape ridicule. Les gars, il y a un antiparasitaire, il paraît que ça tue le virus. N'importe quoi. T'es qu'un infirmier, t'y connais rien. Comment tu peux sortir un truc pareil? Donc c'était normal qu'on me critique, j'étais sur l'étape ridicule. J'ai fait lire à des médecins les études que moi je suis pas censé pouvoir lire puisque je suis pas doctorant. Et puis là, c'est passé en étape dangereux. C'est très emmerdant ce truc-là. Oui, effectivement. Il y a maintenant 30 études randomisées double aveugle qui confirment l'action de l'ivermectine. C'est comme ça. On a eu 500 médecins qui ont mis le ministre de la Santé en référé au Conseil d'État au mois de janvier. Ils ont obtenu une demande d'évaluation de recommandations temporaires d'utilisation. Donc vous allez devoir au moins répondre, monsieur le ministre, sur l'ivermectine. Bon, la réponse c'est non, je vous réponds pas. Voilà. Parce que il faut absolument, vous le savez, que les vaccins, c'est des autorisations de mise sur le marché conditionnelles. C'est au cas où il y aurait que les vaccins, enfin les ARN messagers à visée immunogène ou le Doliprane. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les traitements ambulatoires précoces. Et puis le fait est, c'est que à force de rencontrer des médecins, de me balader d'établissement en établissement, j'ai fini par rencontrer des médecins qui ont donné de l'ivermectine. Je suis un témoin direct de ça, avec des personnes âgées de 94 ans, hyper fragiles, hyper malades, des gens qui peuvent mourir du Covid, des petites mamies tellement fragiles qu'elles peuvent carrément mourir d'un rhume. Oui, il y en a plein, oui. Et on se disait, qu'est-ce que vous faites? Cette dame là, c'est ça, elle va pas pouvoir tenir avec un vrai Covid bien testé en test PCR à 20-25 cycles, pas les tests PCR à 35-40 cycles où tout le monde est positif. Ça, c'est une autre arnaque. Hein. On le dira jamais assez. Enfin, vous connaissez le coup, hein. Vous connaissez le coup. 20-25 cycles, vous pouvez a priori tomber sur une charge virale. Dès que vous êtes au-dessus de 35-40 cycles, c'est à peu près sûr qu'il va y avoir des bouts de brins d'ADN, enfin
d'ADN récupéré avec l'ARN des narines, et l'automate du laboratoire va diagnostiquer, enfin va détecter quelqu'un de positif. Normalement, un diagnostic, moi ça fait 30 ans que je bosse avec des médecins, le médecin il fait une étude clinique, puis une étude éventuellement clinique avec ses mains, donc il soigne avec ses mains, pas avec son clavier. Ensuite il fait une étude éventuellement biologique, une étude radiologique, et comme c'est un art, parce qu'un art c'est pas la dimension artistique, mais c'est du sur-mesure, et ben le médecin il finit par poser un diagnostic. Là, non, on vous écouvillonne le nez, hop, et vous avez un automate qui dit, ça y est, vous êtes positif. En fait, non, zéro. C'est comme ça qu'on a fabriqué les asymptomatiques. Des gens qui n'ont pas de symptômes, des gens qui n'ont pas de symptômes, en général, on dit que c'est des gens qui vont bien. Je sais pas, des gens qui n'ont pas de symptômes. Non, là, on a mis un terme asymptomatique. C'est fait exprès. On en a vu plein. Résultat des courses, à force de monter tout le monde en angoisse comme ça au niveau de l'hôpital, on s'est retrouvé aussi à avoir des... Moi, j'ai des collègues qui sont mes sœurs ou mes frangins. Faut pas croire, les équipes de soins, entre nous, on est relativement durs, mais parce qu'on est une famille, parce qu'on veut pas se mentir. On est au contact du soin et on est capable de se dire les choses, donc on n'est pas toujours d'accord entre nous. Mais... Donc elles sont à l'image de la société, c'est-à-dire vous avez les personnes qui regardent la télé, puis vous avez les autres. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très dur de dire à ses collègues éteins ta télé. C'est pas évident. Pour revenir sur l'embouteillage sur les réas, vous avez aussi le fait qu'il faut bien comprendre que les hôpitaux, en règle générale, sont en vente. Je balance le terme comme ça, alors vous n'avez pas vu de pancarte sur le bon coin à vendre hôpital, mais ça se fait par une tactique qui s'appelle la tactique dite du salami. Si bon, on me dit est-ce que tu te sens capable de manger un éléphant tout entier, je vais répondre ouais carrément, une bouchée après l'autre. Ça va me prendre 2-3 ans mais je vais le faire. Eh bien l'hôpital, vous le vendez couche après couche, tout doucement. D'abord, on vous installe un laboratoire privé d'analyse. Ensuite, on vous met une conciergerie privée. Ensuite, on fait en sorte que, comme les 3 radiologues qui passent des nuits entières à essayer d'éplucher tous les IRM et tous les scanners qu'ils font, comme ils peuvent pas s'en sortir, on envoie toute l'imagerie médicale, on la délocalise avec un pack analyse avec une boîte privée. On laisse tranquillement des médecins fonctionnaires, c'est pas bien de le dire, mais moi je le dis, aller travailler dans le privé sur leur RTT et on dit trop rien, de façon à ce que 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, on puisse leur ouvrir, aller une petite après-midi de consultation privée. Ça se fait couche après couche, tout doucement. L'hôpital public est en vente, alors qu'il nous faut des cliniques privées, c'est l'évidence même, mais l'hôpital public, c'est censé être l'hôpital public. Donc tout ça se joue sur un épuisement qui s'accumule, et puis les gens s'en vont. Donc là, on a 3 vertus sur le pass sanitaire: la division, tout le monde se dispute, dans les familles, dans les collègues, parmi les collègues, dans les couples. La notion d'amnésie, on ne parle plus des éléments, on ne parle plus de la bérésina absolue des 6 premiers mois de 2020. C'est une bérésina, c'est un scandale, c'est une honte. Pas de masque, pas de lunettes de protection. On a vu des protocoles expliquant aux infirmières comment s'enfiler un sac poubelle pour passer la tête et les bras. Non mais c'est juste pas possible. On a eu quantité de sujets où on faisait faire absolument tout et son contraire. Sur les masques, sur les tests. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? J'ai 2 exemples qui sont flagrants. Pour moi, les 2 plus scandaleux, au-delà du match Lyon-Turin du 1er avril et des avions chinois atterrissant en février 2020, des lits d'hôpitaux fermés et des municipales, vous avez un scandale absolu, c'est l'utilisation du Rivotril, qui est un benzodiazépine, un décret qui permet l'utilisation du Rivotril en EHPAD. Je pense que ça a été relativement peu utilisé, mais il légalise. Vous lirez dans le Vidal, un benzodiazépine, faut surtout pas le donner à quelqu'un qui est en insuffisance respiratoire. C'est létal, ça tue les gens. C'est écrit dans le Vidal. Il vous faut un décret là-dessus. Et quelque chose de beaucoup plus scandaleux, qui est une des plus grosses amorces sur les départs des soignants, mais c'est tout simplement, nous ici sur cette région, on a été quand même pas trop mal préservés, mais sur Paris et dans le Grand Est, mais c'est terrible ce qui s'est passé. Vous avez eu des infirmières, des internes, des médecins, qui pendant des jours et des jours ont dû faire le tri sur qui va en réa, qui reste dans le couloir.
Hein, et quand vous avez deux personnes qui ont les mêmes facteurs de comorbidité, vous faites comment le choix? Vous faites comment? Ils ont fait des choix avec des gens qui sont allés mourir tout seuls sur leur brancard. Ça s'appelle de la médecine catastrophe. C'est des trucs que c'est des choses que les pompiers savent faire. Les pompiers, quand il arrive une catastrophe avec un autocar qui se retourne et qui sont que 3, ils vont être obligés de faire des choix. Mais ça leur arrive pas souvent sur une carrière. Eh bien, les soignants qui ont été obligés de faire ça pendant des jours et des jours et des jours, qu'est-ce qu'elles ont eu comme suivi psychologique après? Pour se dire, j'ai choisi que, voilà. C'est vraiment important que de souligner ces éléments-là. Et puis il y a un autre élément, c'est qu'il va falloir faire attention sur quel est l'avenir de ce pass sanitaire. À quoi est-ce que ça sert ce truc-là? Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait tout ce truc-là? Moi, mon opinion, je le dis haut et fort, c'est que c'est le mode d'emploi top pour se diriger sur du vote électronique. C'est discutable, mais moi je le balance. Méfiez-vous, on va en entendre parler. Une carte d'électeur, c'est en papier. Un bulletin de vote, c'est en papier. Point barre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme moyens pour nous? On a des moyens humains et on a des moyens légaux. La partie des moyens humains, c'est sur 3 paramètres. Lucide, serein, déterminé. Lucide parce qu'on a un niveau de connaissance qui augmente. On dit tout le temps aux gens qui sont pas intelligents, qui sont pas compétents, qu'il y a toujours des plus forts. Alors revenons sur la base du mot intelligence. Intelligence, en latin, ça se dit interlegere. Interlegere, ça veut dire qui fait des liens entre. Si vous faites des liens entre, 3 petits points, entre des faits, vous faites de l'interlegere, vous faites de l'intelligence. Je suis désolé, vous êtes définitivement hyper intelligent. Pour peu que vous accédiez et que vous cherchiez par vous-même les éléments factuels. C'est pour ça que notre niveau de connaissance augmente, il faut fouiller, chercher, bon évidemment on raccroche la télé, et comparer, étudier, et vous faites de l'interlegere, vous montez en intelligence. Ça n'a aucun rapport avec les histoires de QI, de je sais pas quoi. Einstein, Mozart, ils n'étaient pas spécialement plus heureux que les autres. Hein. C'est autre chose le QI. C'est encore d'ailleurs très, très contesté. Mais l'interlegere, l'intelligence, c'est ce que vous faites au quotidien. Donc notre lucidité, on monte, on monte. La sérénité, c'est qu'en fait on est vachement plus nombreux. On est la minorité agissante, hein, la majorité calme, et puis les covidistes, eux, sont dans des comment dire, ils sont dans leur tête, quoi. On les voit pas dans la rue. Hein. Même si on peut se sentir un peu isolé au travail ou avec nos voisins ou d'autres personnes, en fait, on est nettement plus nombreux. Et puis un élément que moi je vois là, je l'avais dit le 4 juillet ici, mais franchement, vous pouvez pas le voir parce que moi je suis sur une échelle, mais ça va faire sourire certaines personnes, mais en fait c'est vraiment important. C'est la quantité de femmes. Alors moi je dis aux gars, regardez le nombre de femmes. Et honnêtement, non mais c'est vrai, je le dis pas pour être gentil, c'est un facteur. Non mais c'est un facteur de réussite. Déjà parce que quand elles sont pas contentes, oh là là. Hein. Mais quand elles sont nombreuses pas contentes, oh là 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 là. Mais c'est surtout que il y a une approche opérationnelle des femmes. Nous les gars, on peut refaire nos 15 ans, on a toujours envie de partir à l'aventure. Elles n'ont pas le temps. Hein. Maintenant, il faut des résultats. Et si on touche à leurs petits, là ça rigole plus du tout. Donc il y a cet élément de sérénité où on est plus nombreux. Il faut y aller. Et sur l'approche de détermination, c'est qu'on va continuer jusqu'au bout. Donc moi, en l'occurrence, pour l'instant, j'ai un peu de chance. Je me suis chopé le Covid en mai, ce qui veut dire que je suis relativement protégé d'un point de vue passe, puisque j'ai mon certificat de rétablissement jusqu'en novembre. Pour l'instant, je passe un petit peu entre les gouttes. Mais en novembre, la question va se poser. On va venir me voir, on va me dire alors Eric, vous aviez jusqu'au 6 mois pour faire votre première injection, qu'est-ce que vous faites? Moi j'exclus totalement de m'injecter de l'ARN messager et j'exclus totalement de quitter mon boulot. Je m'y vois très bien encore. C'est exclu. Donc on va avoir un problème. Manifestement on va avoir un problème. Toutes les semaines ça bouge. Toutes les semaines il se passe quelque chose. Hein. Vous avez vu que Monsieur Blaquier hier a dit à Madame de Malherbe qu'en fait c'était une aberration que de chercher à vacciner des gamins pour protéger des personnes âgées. Et elle l'a reformulé en disant oui donc c'est aberrant. Ouais. Et ça c'était pas prévu. C'est des petits indicateurs. Quand vous voyez des spécialistes du retournage de veste retourner leur veste, ils sont dans le sens du vent. Sinon ils se plantent à un moment donné ils tombent. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça va continuer encore un petit moment. Cette loi est passée au Conseil constitutionnel, d'accord. En fait, à mettre en application,
c'est une usine à gaz. Alors vous avez deux types de DRH. Vous avez le DRH qui s'aperçoit que ses salariés dans le soin, ça commence à s'évaporer. Et puis vous avez le covidiste, une sorte de Don Quichotte assis sur un âne boiteux à dos de montagne, à flanc de montagne, et qui se prend pour, je sais pas moi, je crois dans la 5e sur Ourasier à Longchamp, quoi. Ils n'ont pas compris, certains DRH n'ont pas compris qui vont se faire abandonner en race campagne, hein, par les ARS, par tous les gens qui les ont poussés à aller. On ne peut pas mettre à pied comme ça quelqu'un, une salariée. Donc, si vous avez des soignants dans votre entourage, renvoyez-les vers nous, parce que là, on a vraiment des juristes, mais qui se disent, on va avoir besoin, on peut vous aider, notamment avec des avocats, mais il va falloir se regrouper. Pour avoir une aide juridictionnelle, un avocat, il gagne rien. On a trouvé des avocats qui disent je suis OK pour travailler pour presque rien. Ça va de 100, 150 euros de l'heure à 400, 500 et plus de l'heure. Ils sont OK, certains, de plus en plus sont OK pour travailler en aide juridictionnelle. Mais s'il y a qu'une personne qui vient, ça va pas aller très loin. S'il y en a 15, 20, 30, là, ça va pouvoir aller plus loin en tribunal administratif pour les gens du privé, comme en prud'homme, pour les gens du public, pardon, comme en prud'homme pour les gens du privé. Il faut aussi que les soignants réfléchissent bien. J'y vais pas. Moi, la plupart de mes collègues, de mes frangines sont vaccinées. Certaines parce qu'elles regardent la télé, et d'autres parce qu'elles ont juste pas le choix, quoi. Elles se disent, mais comment je fais pour remplir le frigo? Donc j'y vais. Même ces personnes-là vont avoir la capacité de se défendre. Il y a la notion d'effet secondaire qui s'accumule. Il y a des choses qui commencent à sortir. Alors, le super site, c'est Audraland, c'est vraiment le site de la Commission européenne. On ne peut pas faire plus anti-conspirationniste. C'est le site, c'est la maison mère. Donc, il suffit de regarder. On se rapproche des 1 million de personnes qui ont eu des effets secondaires significatifs, susceptibles, ils mettent ça, susceptibles d'être liés au vaccin. J'ai croisé des médecins dans des hôpitaux qui m'ont dit on a eu des décès dernièrement, on n'a pas le droit d'en parler. Et des médecins qui me disent, et c'est pour ça que je tiens à le rajouter, il est possible que ce ne soit pas lié au vaccin. C'est vrai en plus. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'investiguer, on n'a pas le droit de chercher, on n'a pas le droit c'est interdit. Et bien ça, c'est pas normal. C'est juste pas normal du tout. Donc il y a des choses qui vont sortir. L'application pure réglementaire va être de plus en plus difficile. Il faut juste que les soignants se rapprochent. Et il y a un avant-dernier élément, parce que j'ai toujours un dernier élément supplémentaire. Il y a un avant-dernier élément, c'est la notion de témoignage, de document CERFA. Vous pouvez télécharger sur le ministère de la Justice une déclaration de témoignage. Vous tapez déclaration de témoignage, document CERFA, et vous allez avoir un document PDF tout à fait légal où vous pouvez déclarer quelque chose d'extrêmement précis que vous avez vu et qui vous paraît dangereux, contestable, en tout cas en dehors de la loi. Il faut faire super attention, hein, quand on écrit sur un document CERFA, c'est puni de 1 an ou 15 000 euros d'amende si on fait une petite exagération. Donc on y va tranquillement, mais ces documents CERFA vont aller nourrir des dossiers, parce qu'à un moment donné, il y a des présidents de tribunal qui vont pouvoir dire à des gens vous venez témoigner. Moi par exemple, j'ai rempli mon document CERFA sur l'efficacité de l'ivermectine chez certaines personnes âgées. Je dis à un procureur, oui, vas-y, appelle-moi. Oui, je vais témoigner. Oui, je peux avoir 15 000 euros d'amende si je mens. T'inquiète pas, tu vas pouvoir aller vérifier derrière. Et si on est de plus en plus nombreux à attester de ça, enfin c'est même pas si, c'est certain, en étant plus nombreux à attester d'éléments factuels vérifiables, eh bien ça va de plus en plus pencher dans la balance. On termine. Il faut y croire. Moi, j'y crois. Je sais que ça va être dur, ça va être compliqué. On verra. Probablement qu'au mois de novembre, je vais peut-être perdre mon boulot et je vais peut-être me retrouver avec un découvert beaucoup plus précoce qu'habituellement. Ouais, mais comment je peux faire autrement? Je peux pas accepter. Je refuse, j'exclus de me lancer sur de l'ARN messager à visée immunogène. Je comprends et j'accepte pour mes collègues, mais moi, je peux pas prendre ce risque-là. C'est exclu. Tout simplement parce que mon assurance bancaire, elle me dit, bah non, si vous arrive un truc,
Non, fallait pas. Et puis parce que mon DRH ne me protège pas non plus, ils le savent. Donc lucide, serein, déterminé. Lucide pour la connaissance, serein pour nous et déterminé parce qu'on ira jusqu'au bout et même après. Dernier message, j'en avais un, je me suis rappelé, et ça va te faire plaisir, La semaine prochaine, eh ben, on remet ça. Franchement, on a une semaine pour trouver une personne chacune à ramener en plus. C'est jouable. C'est pareil. Bon. Merci beaucoup Eric pour ce témoignage et votre soignant et vraiment c'est très intéressant. Il est un peu bavard mais ça c'est normal, on a l'habitude de l'entendre comme ça.